Donc, bonjour et bienvenue sur ce cours de seconde sur la description de l'univers. Alors pour commencer cette description, nous allons commencer par l'infiniment petit, donc à savoir l'atome, et plus particulièrement l'atome d'hydrogène. Alors pourquoi cet atome en particulier? Tout simplement parce que c'est l'atome le plus simple qui existe, donc le premier de la classification. Donc si on regarde un petit peu de quoi il est fait, il est constitué d'un noyau central, ainsi que d'un électron qui tourne autour. Alors, en termes de dimension, ce noyau aura un rayon d'environ 1,2 10 puissance moins 15 mètres. Et l'écart qui sépare mon noyau de mon électron est d'environ 5,3 10 puissance moins 11 mètres. Alors, ces valeurs ne sont là qu'à titre indicatif. Ce qu'il faut se rendre bien compte, c'est des valeurs très faibles que ça représente. Alors, même si à l'échelle, on se rend peut-être pas bien compte, on sait qu'un atome est petit. Alors pour visualiser un petit peu cette distance entre le noyau et l'électron, on sait que c'est des 10-11, 10-15, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond, nous allons changer d'échelle. Donc prenons un terrain de foot. Standard. Et si le noyau précédent était une bille placée au centre et qu'elle avait un diamètre en réel de 2 mm, où serait ce premier électron que j'ai placé tout à l'heure? Donc, on a toute la surface du terrain disponible. Donc, pour se rendre compte de l'écart entre la puissance 10-11, 10-15 de tout à l'heure, donc où il serait, et bien en fait, cet électron serait dans les cages du but. Donc voilà ce que ça représente à l'échelle, l'écart entre 10-15 qui est le rayon du noyau et 10-11 qui est l'écart entre les deux. Ce serait une distance assez importante. Alors ça c'est pour le premier atome. Regardons maintenant la structure des autres atomes. Alors pour la structure des atomes, voilà une animation de 4 atomes. Donc l'atome d'hydrogène, l'atome d'hélium, l'atome de lithium, l'atome d'uranium. Alors qu'est-ce qu'on peut constater par rapport aux différences? Eh bien, on peut voir déjà que tous ont un noyau central. Ce qui les diffère, c'est la taille. L'atome d'hydrogène étant l'atome le plus simple, il va être plus petit que les autres, qui vont être de plus en plus grands. Deuxième différence, les électrons, de la même manière, l'atome d'hydrogène n'en a qu'un, et les autres, 2, 3, des dizaines pour l'atome d'uranium. Donc, tous vont avoir la même structure, un noyau avec des électrons qui tournent autour, et la question qu'on peut se poser, et entre tout ça, qu'est-ce qu'il en est? Alors si on reprend en 3D un noyau standard, donc avec un atome standard, le noyau et les électrons, donc la question qu'on s'était posée, qu'y avait-il entre les deux? En fait, du vide, vu que par définition, un atome est de la matière. Si on regarde entre ce qui constitue un atome, on n'a rien du tout. Et donc ça, quel que soit l'atome considéré, du plus petit au plus simple. Ce qui fait que on peut dire que pour n'importe quel atome, et donc pour la matière en général, elle est faite de vide, et on va dire alors que les atomes ont une structure lacunaire, donc fait de lacunes, fait de vide. Alors maintenant, si on part vers l'infiniment grand, donc on va commencer par le système solaire, et plus particulièrement la Terre, donc voici une image, et contrairement à ce qu'on peut voir ici, elle n'est pas parfaitement sphérique, elle est légèrement aplatie au pôle, donc on devrait l'assimiler plutôt à un ballon de rugby. Néanmoins, l'écart étant si petit qu'on considérera quand même que c'est une sphère quasi parfaite. Et en moyenne, on considérera que le rayon de la Terre est de 6400 km. Alors évidemment, je vous n'apprends rien, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, à peu près, mais elle n'a pas que ce seul mouvement. Elle a aussi un mouvement de rotation autour du Soleil, qui lui aussi est elliptique, très légèrement, avec une distance moyenne de 150 millions de kilomètres. On peut considérer que c'est toujours quasiment un mouvement circulaire. Maintenant,
regardons le Soleil. Alors, notre Soleil est en fait une étoile, c'est-à-dire une boule de gaz très chaud qui va produire sa propre lumière, contrairement aux autres corps. Alors, pour produire cette lumière, sa température va être d'environ 5000 degrés Celsius en surface et autour des 13 millions en son centre. Alors, cette étoile est entourée par 8 planètes. Donc, les plus proches, les 4 telluriques, donc les solides, et les plus éloignées, les 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, etc. Sachant que, on va dire qu'entre ces planètes telluriques, ces planètes gazeuses, on a une ceinture d'astéroïdes qu'on retrouve un petit peu plus loin au-delà d'Uranus, là où se situait ou là où se situe d'ailleurs toujours Pluton, qui était considéré comme une planète et qui a été déclassé en planète naine il y a quelques années. Alors maintenant, si on regarde un peu plus précisément à l'échelle ce système solaire, donc voici ici le Soleil à l'échelle, et ici les 8 planètes, plus Pluton, qui l'entourent. Et on se rend compte que en fait, le Soleil est l'objet le plus grand de notre système solaire. On pourrait même dire que il est le système à lui tout seul, étant donné la grande différence qui existe entre lui et tout ce qui tourne autour. Alors maintenant, si on s'éloigne un petit peu de notre système solaire, si on regarde là les galaxies, on va commencer par notre galaxie. Donc voilà à quoi ressemble notre galaxie. C'est en fait un amas d'étoiles relativement proches les unes des autres. Donc là on est à l'échelle, on se rend compte qu'ici on a une zone beaucoup plus brillante et un peu plus loin une zone sombre avec quelques taches lumineuses. Donc ici en fait ce que ça veut dire, c'est que les étoiles ici sont très proches l'une de l'autre et qu'à une certaine distance on n'est plus capable de faire la différence de l'une par rapport aux autres. Et pour information, nous on se situe ici quelque part en périphérie de la galaxie, vu que elle a une forme d'un disque, elle est circulaire, avec en son centre une zone bombée, en fait une zone riche en étoiles, donc très dense en étoiles, et qui forme un renflement, et un renflement très brillant. Donc les étoiles sont très très proches, et en plus elles sont légèrement excentrées par rapport à la moyenne. Alors maintenant, toujours pareil, pour se fixer un petit peu des ordres de grandeur, on va regarder les dimensions de notre système solaire, de notre galaxie. Donc, d'un bout à l'autre, on a une distance d'environ 9,5 10 puissance 17 km, donc rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment, et son épaisseur, en moyenne, est de 1,5 10 puissance 17 km. Alors ça, c'est plus ou moins vu de côté. Maintenant, si on s'éloigne, on change un petit peu notre axe de vue, donc on décale un petit peu, donc on voit toujours ce rond central lumineux, ce disque autour, mais on se rend compte que les étoiles ne sont pas rangées de manière uniforme, il y a une discontinuité d'intensité lumineuse, donc en fait on a des zones qui vont être denses en étoiles, d'autres un peu moins, un peu plus, un peu moins. Et en fait, si on le regarde d'une autre manière, donc on se rend compte que ce disque en fait ne ressemble plus vraiment à un disque, mais plutôt à une spirale dont on verrait ici les bras. Ici on voit beaucoup mieux. En fait, tout s'explique par le fait que notre galaxie est en rotation autour de son point central. Et donc cette rotation va entraîner un mouvement à vitesse différente des objets qui l'entourent. Un petit peu comme quand on touille un verre d'eau avec des objets à sa surface, tous ne vont pas tourner à la même vitesse. Donc on a un petit peu ça. Alors, pour les autres galaxies, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on s'éloigne de notre galaxie, on se rend compte que toutes les autres étoiles de l'univers vont se regrouper aussi en galaxies. Et donc on va se retrouver avec un espace rempli de millions de galaxies séparées les unes des autres. Et donc on va avoir encore une matière répartie de manière non uniforme dans l'univers.
Voilà, et donc dans chacune des galaxies qu'on a vues, il y a des millions d'étoiles, et parmi ces étoiles, sans doute des millions de planètes qu'on va appeler des planètes qu'on va appeler des exoplanètes, vu qu'ils ne appartiennent pas à notre système solaire. Alors, dans ce document ici, qui date de 2013, il y a le recensement de tout ce qui a été découvert. Donc on a dit plus de 1000 exoplanètes découvertes en 2013. Donc maintenant, c'est encore plus. On voit que la majorité sont en fait des géantes gazeuses. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les plus faciles à repérer dans l'espace. Et les méthodes sont beaucoup plus efficaces pour ces géantes que pour les planètes terrestres, on va dire, telluriques. Où là, pareil, les plus faciles sont les super-terres, donc qui sont des terres beaucoup plus grandes que la nôtre. Et parmi ces planètes découvertes, ce qui nous intéresse en plus des planètes telluriques, donc les planètes type Terre, c'est celles qui vont être dans la zone habitable, dans celles qui vont pouvoir habiter, qui vont pouvoir, être habitables, c'est-à-dire pouvoir recevoir la vie. Donc, par rapport à notre système solaire, donc la zone habitable est entre Vénus et Mars. Donc c'est une zone qui n'est ni trop près ni trop loin du Soleil pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. Et donc on essaye d'extrapoler cette zone à toutes les exoplanètes qu'on a découvertes, donc en faisant attention au type d'étoiles qu'on a découvertes. Donc par exemple ici, Gliese 581, qui est beaucoup plus petite que la Terre, et du coup sa zone habitable va être plus proche de Gliese que ne l'est la Terre, ou ne sont les planètes habitables du Soleil. Seulement Gliese est plus petite, donc va dégager moins d'énergie, et donc la zone où l'eau pourra être liquide va être beaucoup plus faible. Alors maintenant, toutes ces informations, d'où sortent-elles ? Donc, comment on peut observer l'univers ? Alors d'abord, depuis la Terre. Alors depuis la Terre, depuis l'Antiquité, les astronomes ne disposaient que de leurs yeux pour observer ce qu'ils avaient au-dessus d'eux. Donc la nuit, ils installaient papier et crayon, ils observaient ce qu'ils voyaient et ils faisaient des notes. Alors c'est à partir de là qu'on a construit les premiers observatoires. Alors plus par besoin de s'isoler que par la pratique, parce que ils n'étaient pas très hauts, donc on s'isolait, voire même certains ne le faisaient pas. C'était pas une obligation d'avoir un observatoire, c'était, on va dire, pour les riches. Donc ils ne voyaient pas grand-chose, hein, mais voilà, ils commençaient à se démarquer et avoir le besoin de montrer ce qu'il faisait. Alors, c'est en 1609 que tout changea. C'est alors que Galilée eut l'idée de détourner les lunettes qui servaient d'instrument de vision sur les navires pour observer les objets du ciel. C'est ainsi qu'il découvrit plusieurs satellites inconnus de Jupiter et qu'il put découvrir la Lune de manière jamais vue. Donc ces découvertes ont eu un certain retentissement, ce qui fait que tout le monde a fait pareil, sauf que on a voulu faire mieux et on a construit à partir de ce moment-là des instruments beaucoup plus puissants qui permettaient d'augmenter de manière significative les résultats, et ça d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on utilise les technologies de pointe, comme vous allez voir, pour construire des instruments tout à fait gigantesques. Précision. À plusieurs mètres sous terre, juste en dessous du terrain de football de l'Université de l'Arizona, se trouve un laboratoire de haute technologie pour miroirs, où des morceaux de verre sont fondus dans des fourneaux géants à plus de 1000 degrés, soit la température de la lave volcanique. Ce liquide en fusion est étalé sur de vastes disques concaves parfaitement lisses. Une fois refroidis, ces disques de verre d'une vingtaine de tonnes sont polis avec une infinie précision pour atteindre la forme idéale.
Un film d'aluminium de seulement 100 nanomètres d'épaisseur est enfin appliqué sur ces disques qui deviennent alors des miroirs, à l'instar de ceux dont bénéficie cet immense télescope binoculaire situé en Arizona. Donc, avec cette technique-là, on va avoir des miroirs, donc plus forcément des lentilles, des miroirs de 6 à 10 mètres. Néanmoins, on ne peut pas avoir beaucoup plus ou alors pour un prix considérable et pas forcément avec un gain énorme. Donc on va optimiser l'emplacement où on va placer ces observatoires et donc ces télescopes. On va les placer dans un premier temps le plus haut possible. Par exemple ici, Hawaï, 4200 mètres, où on voit bien qu'on est bien au-dessus des nuages, donc bien au-dessus des perturbations atmosphériques, ce qui va permettre des temps d'observation beaucoup plus longs, qu'on n'est plus dépendant des conditions météo. Donc ça c'est un avantage assez important. Mais ce n'est pas tout. Ici par exemple, pic du Midi 2800 mètres, un peu moins haut, bon, on va quand même être bien à l'abri des perturbations atmosphériques. Mais là, en plus, on est tellement éloigné de toutes les grandes villes qu'on va être éloigné des sources lumineuses qui vont potentiellement diminuer nos capacités d'observation. Si on observe quelque chose de foncé et que hop, on reçoit de lumière extérieure, ça va être assez gênant. Donc voilà, pour optimiser nos capacités, voilà ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas tout. On va aussi aller beaucoup plus haut, aller dans l'espace, avec le premier télescope Hubble en 1990, où là, on est complètement indépendant des conditions météo, et je dirais même plus des perturbations, alors même plus qu'atmosphériques, ne serait-ce que le vent, là on ne le perçoit plus. Et donc, on va pouvoir observer de manière continue, donc 24 heures sur 24, même le jour sur Terre. Donc, ça a eu tellement de succès qu'on n'arrête pas d'en développer. Alors, néanmoins, ça a un inconvénient, le fait de les envoyer dans l'espace, c'est qu'on est limité au niveau de la taille des objectifs. Ici, on ne peut guère aller plus de 2 mètres, vu qu'il faut que ces appareils résistent au décollage de la fusée. Donc il ne faut pas qu'ils soient trop grands pour ne pas être fragiles. Encore un dernier ici. Et en moyenne, on va dire que si je prends Hubble, lui il était autour des 600 km. Après, suivant ce qu'on veut observer, on va le placer à une altitude différente. Alors, autre chose qu'on peut faire, on peut les envoyer dans l'espace, mais on voit qu'on est limité par la taille. On va en construire plusieurs au même endroit. Ici, dans le désert chilien, donc on est en altitude, éloigné des lumières des villes, éloigné au maximum des intempéries, et le fait de les mettre les uns à côté des autres, on va pouvoir faire, comme pour un ordinateur, comme pour les processeurs, on va coupler la puissance de tous les télescopes ensemble. Alors, ce que je vous présente ici, c'est le plus célèbre, c'est le VLT, qui se trouve au Chili, où on a à l'heure actuelle 8 télescopes de 8 mètres pour les plus grands. D'accord ? Donc si je compte 8 x 8, 64 mètres. Au total, si je les mettais ensemble, je devrais avoir un télescope de 64 mètres. Et en fait, quand on observe le même objet avec ces 8 télescopes et qu'on recombine les informations, en fait, on se rend compte qu'on va avoir une image qui va être équivalente à celle prise par un seul télescope de 200 mètres. Donc on gagne plus du double en résolution. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est les projets les plus à la pointe, vu que là, les télescopes sont relativement proches, ils sont au même endroit, au même observatoire, et on essaye de coupler des observatoires distants de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, de manière à augmenter encore la précision des informations qu'on peut avoir. Alors, maintenant, si on veut se rapprocher entre guillemets de ce qu'on va observer, on peut utiliser des sondes spatiales. Alors, une sonde spatiale n'est ni plus ni moins qu'un satellite que l'on envoie
sauf qu'il ne va pas être en orbite autour de la Terre, mais autour d'un objet autre que la Terre. Donc, plus compliqué que le simple, on va dire, satellite télescopique envoyé dans l'espace, parce que ici, comme on veut l'envoyer beaucoup plus loin, il lui faut un moteur. Donc, un moteur, une source d'énergie, et aussi le moyen d'envoyer ces informations sur Terre. Sachant que si on l'envoie sur notre planète, il faut quand même compter sur la distance et donc sur l'énergie employée. Alors ici, c'est la sonde la plus célèbre qui existe, Voyager, qui a été lancée en 1977 et qui, à l'heure actuelle, a quitté le système solaire. Donc c'est le premier objet humain, artificiel, qui est sorti du système solaire. Alors à l'heure actuelle, il fonctionne encore. Il avait bénéficié à l'époque d'une technologie qui utilisait l'énergie nucléaire, et donc il continue de nous envoyer des informations, et encore pour une durée de quelques années. Alors, ces sondes, les missions qu'elles ont, effectivement, c'est de photographier, de rechercher la composition des planètes qu'elles survolent. Donc ici, par exemple, Vénéra 3 qui a exploré Vénus, mais pas que. Donc elles peuvent se poser sur des planètes, mais aussi avoir des modules qui peuvent se déplacer sur cette planète. Donc des modèles tout-terrain. Alors ici, donc, une image d'un de ces rovers posés sur Mars, qui est télécommandable ou bien qui a une programmation journalière de savoir ce qu'il doit faire. Et donc sur Mars, les plus connus, voilà plusieurs types de robots qui ont été posés. Donc du plus récent, c'est Junior 1997, donc assez petit, qui ne pouvait pas faire grand chose. Les fameux Spirit et Opportunity en 2004, qui déjà pouvaient faire les premières analyses, les premiers prélèvements, et le dernier en date, Curiosity, qui là embarque carrément un laboratoire miniature, qui peut faire des analyses beaucoup plus précises et qui en plus a une motricité assez importante. Il peut se déplacer quasiment partout. Donc on peut voir l'évolution de ce qu'on est capable d'envoyer sur des planètes. Et on peut penser que pour les années futures, on passera beaucoup plus par des systèmes automatisés, vu que là, en 15 ans, voilà, on a augmenté de manière considérable la taille des objets qu'on pouvait envoyer et poser sur des planètes. Et donc je dirais en conclusion de ce chapitre que on voit bien que le remplissage de la matière est lacunaire, donc que ce soit de l'infiniment grand, l'infiniment petit, et que a priori les futures explorations, les futures découvertes par rapport à cet univers seront essentiellement basées sur les recherches de la vie ou de ses conditions, donc les zones habitables des planètes des exoplanètes, des systèmes extrasolaires. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.